Plus de 7 milliards et demi de personnes vivant sur Terre, mesdames et messieurs, et autant de raisons et de moyens, de créneaux de se réveiller. Bienvenue, bienvenue la famille, c'est gentil de nous regarder, quel que soit l'endroit, quelle que soit la facette, et puis d'honorer le chiffre 3. 3 comme troisième jour, ouvrez 3, mesdames et messieurs, comme ce chiffre qui nous permet d'avoir Marco, Alix et toute l'équipe autour. Ça va tout? Ça va, j'ai très bien réveillé et j'espère que vous aussi à la maison, le réveil se passe en douceur avec ces premières notes que Marco vient de nous donner pour ce troisième numéro qui nous occupera aujourd'hui. Et parlons de troisième numéro, mercredi, c'est donc thématique famille que nous allons aborder avec la coach Laura plutôt. Laura en thématique. Qui nous parlera d'un thème très très intéressant. Les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? Mais en tout cas, nous, notre couple est solide. Aucun ex ne peut entrer ici. Façon de parler, non, on va discuter, on va parler un peu de cela parce que c'est une problématique pour chaque couple. Est-ce que quand on se refait au niveau marital, au niveau de la famille, est-ce que les ex ont droit de citer? Dire ça comme ça, ce sera avec le coach. Laura, Michel Laura, exactement. Et un autre coach sera des nôtres pour aujourd'hui. Il est expert en coaching éthique. C'est Monsieur Yoman. Avec lui, on parlera des caractéristiques du management participatif. Donc, la semaine dernière, on en a vu un pan. Cette semaine, c'est le second que nous allons aborder. Mercredi, c'est un moment d'astuce, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler d'astuces avec des feuilles d'oignon et de persil. Astuces et recettes vraiment à vos stylos, à vos calepins, mesdames et messieurs, parce que la préparation, la cuisine n'est pas forcément l'apanage de la gente féminine. Merci d'être avec nous ce matin. Bonheur, va falloir être pas du tout petit bras, hein, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, au niveau donc du sport, on va parler avec notre coach d'exercice des bras. Mais avant d'en arriver là, comment nettoyer votre lavabo? Comment vous le faites, vous, à la maison? Vous avez une technique particulière pour nettoyer votre lavabo? Oui, il faut d'abord, pour laisser passer l'eau, il faut mettre une petite passoire pour ne pas que les déchets s'emmagasinent dans le levier. Et puis après, passer un détergent, ça passe. Ça passe tranquillement. Il y a des tactiques aussi de grand-mère, hein, tout ça. On va voir, on saura si on va nous en parler dans l'élément. Mais aussi, on aura d'autres choses, Alix. Exactement. Mercredi, on parle nourriture, hein, on parle de manger. Et aujourd'hui, on aura pour ce petit-déj spécial X. Comprenez, spécial E. Et donc, spécial œufs au plat, œufs grillés, attiqués, œufs. On aura toutes ces images là dans quelques instants. Et puis la dernière fois, dans l'élément de notre ami star au petit-déj avec DJ Moisco, on a vu manger la loco. On peut manger la loco au petit-déj. Ça fait un petit débat. On peut manger de la loco au petit-déj seulement parce qu'on mange bien du riz à la sauce graine. Au petit déjeuner. Donc, la loco, avant, vous avez remarqué que c'était un goûter. Aujourd'hui, c'est devenu un plat et même un petit déjeuner, c'est possible. C'est possible également. Voilà, on peut manger tout ce qu'on veut au petit déj. Ça dépend de l'inspiration et surtout des moyens de chacun. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui au niveau du journal, au niveau du flash? Aujourd'hui, on mangera Mr. Friday, qui s'est offerte à nous en début de semaine, sûrement parce que Régis a travaillé hier, c'est ça? Bonjour Abdoulaye Koné. On mangerait également de l'info. De l'info. De l'info, c'est assez croustillant, mais c'est tristouné? Oui, assez croustillante, avec quelques nouvelles nationales, africaines et internationales. En tout cas, Amélie Mello, un petit menu très alléchant pour nos téléspectateurs. Mais parlons d'info, je sais qu'il y aura forcément de la politique. On va souhaiter un joyeux anniversaire à une grande dame politique de notre pays, deux grandes dames, Henriette Rose Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national de notre beau pays, qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Nous faisons un gros bisou à la maman. Et puis à Madame Geneviève Brogrébé également, femme politique de Côte d'Ivoire. Voilà, qu'on salue. À cette occasion de ce mois de la femme, on honore toutes ces grandes dames de notre pays. Voilà. Le flash avec Mr. Friday, mais qui est aujourd'hui Mr. Wednesday. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6 heures au cœur de la matinale. La grève des enseignants fait des mécontents parmi les élèves et étudiants. Mardi, plusieurs lycéens sont descendus dans les rues d'Abidjan, notamment à Cocody. Ils réclament la reprise des cours. C'est un constat de nous Sangaré avec le commentaire de Ouattara Amadou. Et sûrement, Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody.
des élèves dans la rue pour réclamer la reprise de cours dans les établissements primaires et secondaires publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents dépensent beaucoup d'argent. Nous qui sommes le futur du pays, si nous ne vont pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour, on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est inscrit pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose demain, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Donc, si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard, La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif, analyser les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA, ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance de ces examens. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, rend hommage au père de la littérature ivoirienne. Dans une déclaration lue à son cabinet, il a annoncé un hommage national à la mémoire de Bernard Dadier. Les précisions d'Issaïo. Écrivain et homme politique, Bernard Dadier a rangé définitivement la plume le samedi 9 mars dernier. Dans une déclaration, le ministre de la Culture et de la Francophonie lui rend hommage. Bernard Dadier écrit, dit-il, pour écarter les ténèbres et ouvrir à chacun des fenêtres sur le monde. Il est un exemple d'auteur tout à la fois prolixe et de haute veine qui a hissé haut le pavois de nos belles lettres. Ces œuvres sont inscrites au programme scolaire depuis les années 60 et enseignées dans de nombreuses universités à travers le monde. Elles accompagnent la vie de millions d'élèves et d'étudiants pour la fierté de notre pays. Père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier est auteur de plusieurs œuvres et a glané plusieurs lauriers. Une performance saluée par le ministre Maurice Kwaku Bandama. Bernard Dadier a reçu de nombreuses distinctions. L'une des toutes dernières est le prix James Torres Bodé Unan que lui a décerné l'UNESCO ici même à Abidjan en 2016. En reconnaissance de son immense talent et de son génie créateur, mon département ministériel a parrainé sa candidature au prix Nobel de littérature et créé des prix littéraires portant son nom. Il s'agit du Grand Prix national Bernard Dadier de littérature et du prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Avec sa disparition, le continent africain perd un des défenseurs passionnés des libertés individuelles et collectives, dont les écrits et l'action politique sont un grand chant d'amour. Un hommage national sera rendu à l'illustre disparu dans les jours à venir pour magnifier l'ensemble de sa carrière littéraire. Les migrations irrégulières de l'Afrique vers l'Europe, quel défi pour les pays de la CEDEAO? C'est le thème d'un colloque régional qui se tient à Grand-Bassam. Et pour freiner le phénomène, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest veulent conjuguer leurs efforts. Les explications de Serge Coléa. Ils sont des milliers de jeunes Africains migrants irréguliers morts en mer Méditerranée ou dans le désert selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le phénomène inquiète de plus en plus les pays de la CEDEAO réunis à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire pour un colloque sous-régional. Les ministres de la CEDEAO vont présenter leurs différentes politiques de lutte contre la migration irrégulière.
Objectif, partager leurs expériences. L'ensemble du gouvernement mène des actions en faveur des jeunes en termes de formation de qualité, en termes d'opportunités d'emploi. Donc nous disons aux jeunes de saisir ces opportunités-là ici dans notre pays au lieu de tenter cette aventure-là qui au bout ne crée que désolation. 75% des migrants qui partent de Côte d'Ivoire ne sont pas au chômage. Et ils dépensent à peu près 1 million à 1,5 million de francs CFA pour aller faire cette aventure périlleuse, pour ne pas dire mortuaire. Donc, tant qu'on n'aura pas les causes profondes qui motivent ce mouvement, il sera difficile d'apporter des solutions adéquates. L'ancien maire de Lampedusa, ville italienne considérée comme une des portes d'entrée des migrants africains, est venu témoigner de l'ampleur du phénomène. Je l'ai vécu comme une grande tragédie. C'est surtout une grande tragédie parce qu'il arrivait dans mon île les vivants, mais aussi beaucoup de morts, des enfants, des femmes, des hommes. Ce colloque sous-régional va durer 3 jours. L'objectif est de mettre en place au niveau des pays de la CEDEAO une stratégie efficace de lutte prenant en compte les avis des premiers concernés, à savoir les jeunes Africains candidats potentiels à la migration irrégulière. Un mot d'économie avant de refermer ce journal. Des acteurs de l'industrie cacaoyère d'Amsterdam et de Zaanstad aux Pays-Bas séjournent en Côte d'Ivoire. La mission est initiée par le port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation de cacao au monde. Il s'agit pour les acteurs de renforcer la communauté du cacao afin d'assurer le positionnement d'un pôle Amsterdam en tant que partenaire des Ivoiriens et des Ghanéens. On en sait un peu plus avec Noël Nyagno. Présente sur les bords de la lagune ébriée pour un séjour centré sur le commerce et le développement des affaires entre la Côte d'Ivoire et la Hollande, la délégation hollandaise conduite par Mme Elisabeth Post, députée de la province de Noord-Hollande pour les finances, la mobilité et les ports de mer, a eu 2 rencontres lundi avec 2 personnalités du gouvernement. Dans la matinée, la délégation hollandaise était au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au menu de cette rencontre, le cacao et la durabilité de sa production. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde depuis des décennies, avait en face d'elle les acteurs du port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation du cacao du monde. Ça, c'était à la quête de stabilisation. Dans l'après-midi, c'est au tour du 20e étage de l'immeuble Siam d'accueillir la mission hollandaise. Le maître des lieux pour cette rencontre, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a expliqué à ses hôtes la situation économique de la Côte d'Ivoire avec les principaux clignotants au vert, notamment une inflation maîtrisée et une croissance de plus de 7%. Soulignons entre autres que la mission hollandaise veut mettre l'accent sur le développement durable, renforcer la communauté du cacao, partager les connaissances et les expériences des différents partis. Fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez ce journal sur www.rti.ci. Merci Abdoulaye Koné. Merci à vous. À tout à l'heure. Alors, à l'instar de la belle carrure de M. Abdoulaye Koné, on vous incite à travailler le corps, en tout cas le haut du corps, notamment les bras. Nous avons exposé un peu nos petits muscles. C'est sûr qu'on va suivre les exercices du coach Cyril Nyamke pour les booster un peu. C'est parti, exercice des bras. Bonjour chez vous, une belle journée s'annonce. La plupart des gens parlent du gras au niveau des jambes, des abdos, mais on parle jamais, très rarement, on parle du gras au niveau des bras. Mais c'est vraiment une zone à travailler au fait. On va travailler les bras aujourd'hui avec 2 exercices, un exercice cardio et un exercice de renforcement. Donc un exercice debout, un exercice au sol. Le premier exercice très simple qui va permettre de nous échauffer en même temps, on va mettre une jambe devant, les mains au niveau de la poitrine, mais dirigées vers le haut. On va faire des mouvements alternés très rapides, on va à 30 répétitions et on va venir au sol pour faire 10 répétitions. 5, 4, 3, 2, on met les mains au niveau de la poitrine. J'espère que vous êtes prêts, on y va ensemble. Allez, 1, 2, on tend les bras vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, encore 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. On va au sol. On va se mettre en position assise. Je pense qu'on a déjà fait celui où on décolle le bassin, on fléchit les bras et on pousse. Donc le bassin reste très haut, on fléchit juste les bras. On fait juste le mouvement avec les bras. Allez, 1, 2, 3 pour 10 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Deuxième série. On va faire 3 séries. Deuxième série. Une jambe devant, maintenant les bras devant nous. On a fait en haut, maintenant on va tout droit, devant. Une jambe devant, l'autre jambe derrière, les mains au niveau de la poitrine. On pousse et on alterne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Abdos bien gainés. 7, 8. N'oubliez pas de vider l'air à chaque fois. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Super. On retourne ensemble pour le même exercice. On fléchit les bras et on pousse. 1. On fléchit et on pousse. 2. Toujours contrôler le mouvement du bassin. Il ne faut pas que le bassin descende en même temps que les bras. 5. Les bras en premier. 6. 7. Pour pouvoir sentir les triceps. 8. 9. 10. Ok, parfait. Dernière répétition de 10 exercices. Maintenant, on va courir sur place, tendre les bras et alterner. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Bras opposés, jambes opposées. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, encore 10. 1, 2, 3, 4, allez chercher 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit rajout, un petit rajout. Allez, on pousse vers le haut maintenant. Toujours 30 répétitions, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, forcez vos bras à travailler. 8, 9 et 10, parfait. Le dernier exercice. Allez, courage, on finit en beauté. Allez, on monte le bassin, on fléchit les bras et on pousse. 1. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. On reprend un peu. Belle séance. Toujours un plaisir de travailler avec vous. C'était coach Cyril Niamke. Restez actifs, c'est très important. Alimentez-vous correctement. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une très très belle journée. Coucou Marco et Alix. Au revoir. Merci beaucoup, coach Cyril Niamke. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Il est 6h13, mesdames et messieurs. Pas de point route pour l'instant. Et je précise que cette émission est réalisée, bien sûr, par Christelle Akoussa. Près de 75% de ce que nous mangeons dans la journée comporte des plantes aromatiques. Par exemple, oignons et persil, ça passe partout, d'une manière officielle ou non officielle, quelque part, même pour la décoration. Matin Bonheur s'intéresse à ces plantes aromatiques, là, en ce mercredi 13 mars 2019, avec, bien sûr, des astuces et recettes. Ça, c'est la première partie. On regarde. Les plantes aromatiques sont un ensemble de plantes utilisées en cuisine pour les arômes qu'elles dégagent et le goût qu'elles apportent à nos plats. On peut citer celles qui sont les plus utilisées, telles que le persil, le céleri, les feuilles d'oignon vert, les feuilles de menthe, le poireau, le basilic et bien d'autres. L'oignon vert et le persil. Pour l'oignon vert, les feuilles d'oignon vert ont une valeur énergétique quasi nulle. On les consomme généralement en très petite quantité. Les apports en vitamines et minéraux sont négligeables. Toutefois, ils donnent du goût à tous vos plats. Avant de les déguster ou les préparer, nettoyez les oignons verts avec de l'eau, puis découpez-les en petits morceaux. Il n'est pas nécessaire de les faire cuire comme on le fait avec la gousse d'oignon, car les oignons verts perdent tout leur goût lors d'une cuisson trop prolongée.
Vous pouvez l'ajouter en fin de cuisson dans une sauce ou au moment de servir votre salade. Ils sont aussi délicieux crus, surtout la partie blanche que vous pouvez manger en la faisant tremper dans du vinaigre. En général, ces plantes pourrissent très vite. Il est donc préférable de les acheter en petite quantité. Mais si vous voulez les conserver, il suffit de les mettre dans un verre d'eau, la racine en bas. Les feuilles garderont leur fraîcheur. Il faut juste changer régulièrement l'eau ou tout simplement les couper en petits morceaux et les conserver au congélateur dans un bocal. Le persil. Le persil fait partie des incontournables en cuisine. La réputation que possède le persil de combattre la mauvaise haleine est bel et bien fondée. Il contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. C'est aussi un remède naturel contre les menstrues irrégulières et pour nettoyer les reins. Pour cela, prenez juste un demi-bouquet de persil que vous hacherez grossièrement. Mettez-le dans une casserole d'eau bouillante, puis laissez infuser jusqu'à ce que le liquide devienne complètement vert. Filtrez le liquide en y ajoutant une cuillère à soupe de miel si vous le voulez. Buvez une tasse de ce liquide 3 fois par jour pour plus d'efficacité. Et tout comme l'oignon vert, il est préférable que vous le consommiez cru en le mettant sur vos plats déjà cuits. Vous pouvez aussi l'utiliser en purée pour vos marinades. Pour conserver votre persil, mettez-le dans un pot contenant de l'eau et placez-le dans la porte de votre réfrigérateur, le plus bas possible vers le bac à légumes par exemple. N'oubliez pas de laver soigneusement votre persil lorsque vous souhaitez vous en servir. Et voilà, autant de bonnes astuces pour pouvoir mieux utiliser ces deux herbes aromatiques, en l'occurrence l'oignon ou le persil. Donc, bon appétit à vous. Et puis, avant de continuer dans nos assiettes, on partira faire un tour pour le point route. Après la route de la cuisine, mesdames et messieurs, la route tout court avec le ballet, on espère, hein, qui est déjà actif sur, voilà, ça a commencé comme ça, sur le boulevard Lagunaire au pied de l'immeuble Djekanou et tous les immeubles afférents. Donc au cœur d'Abidjan, ça circule pas mal dans le sens donc, de Cocody vers Trècheville, mais du côté inverse, donc on a, c'est tout petit quand même, tout petit. Et une autre voix qui va nous accueillir avec son schéma ou son tableau pour aujourd'hui mercredi. On partira pour un autre boulevard, c'est sur boulevard Latry, circulation pratiquement inexistante. Et voilà, à Cocody, on ne s'est pas encore éveillé, ou du moins on est devant Matin Bonheur, c'est pas plus mal. Attention, mesdames et messieurs, si vous devez emprunter le pont général de Gaulle, voici sa physionomie à 7 h de la journée. À 6 h 18, le pont de Gaulle affiche une certaine sérénité matinale avec une niche nuageuse tout juste au-dessus de ce pont-là qui augure quand même d'un temps assez chaud puisque les nuages ne sont pas bas, donc assez de fraîcheur pour commencer, mais qui va se décliner un tant soit peu en chaleur. On aura les prévisions météo aux alentours de 6 h 27 juste avant le deuxième flash de Mr. Friday, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Friday, mais Thursday. Exactement. Après ce tour, c'est sûr que cela a creusé le ventre. On part pour notre petit-déj maintenant. Attention, chaud devant, mesdames et messieurs. Le petit-déj est tellement succulent qu'on n'a pas de jingle. Vous vous rendez compte? On n'a pas de jingle parce que c'est trop succulent. On va commencer tout de suite par la première image. Aujourd'hui, spécial œuf. Alix, je vous laisse commenter ce match. Pardon, ce plat. Et le qu'on a dans l'assiette, il est plat. Donc, c'est un œuf au plat. Accompagné de rondelettes d'oignons. On en parlait justement. Les ailiers, on appelle ça les ailiers du débordement. C'est le côté. Il n'y a pas de pain en... Non, 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 non. Waouh. Avec sûrement le persil en fleurs dessinées. En tout cas, tout est dans l'assiette pour aujourd'hui. Il y a même des dessins même dans l'assiette même pour donner l'appétit. Allez, deuxième petit-déj, mesdames et messieurs, qu'on vous propose ce matin. Deuxième modèle de... Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le plat principal des étudiants et de ceux qui sont, des fois, quand on est dans la dèche, on ne sait pas ce que préparer. Ça soutra, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça aide
un max. Et les tout petits aussi, ils en raffolent à checker œufs. Maman, je vais à checker œufs. Ben voilà, c'est ça pour tous ceux qui seraient peut-être à l'extérieur. C'est très bon à checker, c'est du made in Côte d'Ivoire, semoule de manioc avec des œufs. Alors là, un autre plat. J'aperçois des ignames. Ngbo. Vous parlez donc dans l'ethnie, une ethnie de notre pays, qui est l'ethnie baoulé. Ngbo, de l'igname avec des œufs sur le côté. Très bon aussi. Hein. C'est très bon. Avec un jus à côté, parce qu'on a de l'huile, c'est gras, donc il faut accompagner. Et vous connaissez la façon de manger ça? Comment on mange ça? Avec un t-shirt même le sol, t-shirt de publicité, petite culotte avec les doigts. On a changé maintenant, ce n'est plus un t-shirt de publicité. Ah bon, c'est un t-shirt de quoi? C'est un t-shirt Bonjour 2019, puis on est dans un coin, un t-shirt RTI, tout ça. Pour auto-promo. Ouais, pour être corporate, quoi, corporate. Allez, la suite, est-ce qu'on a d'autres plats? Donnez-nous, mettez-nous l'eau à la bouche. Mademoiselle Akoussa, est-ce qu'on a d'autres plats? Elle nous retire le verre. On veut manger, C'est fini? Eh oui, c'est fini, mesdames et messieurs. Allez, quand on a mangé comme ça, il faut passer du côté de la douche ou bien des toilettes, tout ça, pour se rafraîchir un temps soit peu. Et puis quand on essaie de se rafraîchir, on a vraiment un lien avec le lavabo. Ça tombe bien, le lavabo, comment l'entretenir? Comment prendre soin de cet instrument, entre guillemets, qu'on voit au moins une fois dans la journée? Eh bien, on regarde cet élément. Le lavabo. Avec le temps, nous constatons qu'apparaissent sur notre lavabo des traces de calcaire, des traces sombres et d'autres traces de produits que nous utilisons chaque jour. Parfois, une mauvaise odeur s'en dégage. Des taches persistantes et une canalisation bouchée. Quelques astuces pour dire adieu aux taches de votre lavabo et le rendre tout beau. Commencez le nettoyage de votre lavabo avec du savon liquide et une éponge. Nettoyez en faisant des mouvements circulaires. Puis, rincez avec de l'eau et essuyez avec un chiffon propre, et cela tous les jours. Pour les lavabos en acier, nettoyez avec une éponge imbibée d'eau savonneuse. Puis, rincez, essuyez au plus vite avec un chiffon afin d'éviter les traces d'eau. Pour un nettoyage plus en profondeur et faire briller l'acier du lavabo, versez quelques gouttes de vinaigre blanc sur l'éponge en nettoyant. Si les taches sont tenaces, faites un mélange constitué de sel et de jus de citron. Appliquez ce mélange sur les taches et laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Puis, frottez et rincez. Ne pas oublier le tuyau de canalisation. Ce n'est pas compliqué. Adoptons juste de bons gestes. Afin de faciliter le bon écoulement d'eau, veillez à le débarrasser de tous les déchets tels que les restes de nourriture. Avant de faire la vaisselle, il est essentiel de jeter directement à la poubelle les restes qui traînent dans les assiettes et de filtrer aussi l'eau de vaisselle. Dans votre salle de bain, lorsque vous vous lavez les cheveux ou vous brossez les cheveux au-dessus de votre lavabo, vous devez impérativement récupérer les restes qui y tombent afin de ne pas boucher vos canalisations. Versez souvent du vinaigre blanc ou de l'eau très chaude dans votre canalisation pour dire adieu aux vilains microbes qui y sont logés et dégraisser en éliminant les mauvaises odeurs. Ainsi, l'extérieur de votre lavabo sera propre, mais aussi l'intérieur sera intact. Vous connaissez les querelles de lavabo? Non. Les querelles entre hommes et femmes. Le mari se plaint des cheveux de madame et madame se plaint de monsieur qui se rase et qui bouche le lavabo. Qui a bouché le lavabo? Tel est le thème du palabre que nous avons dans les familles de plus en plus. Qui a bouché? Sont-ce les cheveux de madame ou sont-ce les... Enfin,
Tartiste de cochon, c'est une grande question philosophique. Ah oui. De toutes les façons, tout le monde a une pilosité et on verra les niveaux de chaque... Mon petit doigt me dit que les femmes sont de plus en plus coupables dans cette affaire. Quand on sait que les hommes, ils se rasent chaque matin pratiquement... Vous savez, nous, on a créé un nouvel instrument pour se raser, c'est-à-dire qu'on met... On met le truc et on le colle au miroir. Comme ça, quand on se rase, ça tombe directement là-dedans. Non, mais franchement, après, oui. la bonne parade, c'est ça, je crois. Alors que les femmes, vous êtes là, vous brossez ça. Franchement. Généralement, on se brosse les cheveux devant le miroir, la commode de la chambre. Donc, le lavabo, je suis sûre que c'est messieurs. Parce qu'après, on a tout le rituel qui va avec. Notre inspecteur Colombo, Christelle Akoussa, va mener l'enquête avec toute l'équipe pour voir un peu qui est fautif. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Il est 6h25. Dans 2 minutes, on aura bien sûr la météo et la deuxième salve concernant le flash. Mais on peut continuer avec des anniversaires aujourd'hui, Alix. Exactement, on a des anniversaires de stars internationales. Un 13 mars 1946, on a Yann Arthus Bertrand. Il est photographe, journaliste, reporter, homme d'affaires et militant écologiste français. Voilà. Et monsieur. Puis, ah oui, il est animateur aussi sur une grande chaîne. Voilà. Très belles photos aériennes surtout. Yann Arthus Bertrand, très cool. Alors, Pascal Légitimus, vous connaissez les Inconnus. Tout à l'heure, il y a quelques jours, dans le spectacle des Enfoirés, ils ont refait le groupe. Salut, tu vas bien. Enfin, tout le monde sait de quoi il s'agit. Pascal Légitimus, un des piliers donc des Inconnus, célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Nous nous souhaitons un agréable anniversaire. 13 mars 1959. Eve Ruggeri, productrice et animatrice française de télévision et de radio. Elle est née en 1939, un 13 mars. Vous le savez. Et puis René Dumont, 13 mars 1904, né à Cambrai, c'est dans le Nord, donc agronome du développement français, connu pour son engagement écologique, parti donc le 18 juin 2001. Il est 6h26, mesdames et messieurs, dans 1 minute seulement, on aura la météo. Il va faire chaud encore aujourd'hui et on espère un peu de pluie et de pli de la météo pour atténuer tout ça. Et puis voilà, derrière, on aura le flash. Et puis au retour, Alix, on va parler donc de coaching avec le coach Nyoman, normalement, qui devrait être avec nous. Vous êtes un matin bonheur et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse sur la partie sud et ouest du pays. Le sud-ouest pourrait enregistrer de faibles pluies. La bande centrale sera généralement nuageuse. Au nord, le temps sera partiellement nuageux avec la présence des vents secs. Pour les températures de la matinée, on notera 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 degrés dans 3 villes, Bondoukou, Boaké et Daloa. On notera 26 degrés à Dimbokro et dans la région du Go. La ville de Korogoro affichera 22 degrés, on aura à Mans 21 degrés. La ville de Odiné affichera 22 degrés, on notera 25 degrés dans 3 villes, San Pedro, Sassandra et Tabou. Enfin, Yamsokro affichera 24 degrés. Dans l'après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé. Les vents secs se renforceront et atteindront le sud forestier. Ainsi, du nord au sud forestier, le temps sera marqué par de la brume sèche avec une sensation d'harmattan moins intense dans le sud forestier. Le littoral observera de denses nuages qui pourraient donner des averses localisées sur le sud-est et le sud-ouest. On y va pour les températures de l'après-midi. On notera 32 degrés dans 2 villes, Abidjan et Adiaké, 35 degrés dans 2 villes, Bondoukou et Boaké. La ville de Daloa affichera 34 degrés, 35 degrés à Dimbokro, 34 dans la région du Go, 35 degrés dans la ville de Korogo. La ville de Mans affichera 33 degrés. On notera 35 degrés dans la ville de Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou. Et enfin, 33 degrés dans la ville de Yamsokro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.
Bonjour et bienvenue dans ce journal. Un véhicule de l'armée malienne a heurté un engin explosif près de Dialoubé. L'explosion a causé la mort de 7 soldats maliens, dit une source sécuritaire de l'ONU dans le centre du pays. Dialoubé, dans le centre du Mali, était occupé par des groupes terroristes avant d'être libéré par l'armée malienne. La localité est régulièrement la cible des groupes terroristes. En Algérie, plusieurs milliers de personnes, y compris des étudiants, ont manifesté mardi dans le centre d'Alger. Ils dénoncent une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir au lendemain du retrait de sa candidature à un 5e mandat et du report s'inédié de la présidentielle. Une cour d'appel soudanaise a annulé mardi la condamnation à 20 coups de fouet de 9 femmes, des femmes jugées samedi dernier pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale non autorisée. Le Soudan, il faut le dire, est le théâtre depuis le 19 décembre dernier de manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Celles-ci se sont rapidement transformées en mouvement réclamant la démission du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis 1989. Selon une enquête récente de l'ONU des violences commises dans l'ouest de la République démocratique du Congo en décembre dernier pourraient être considérées comme des crimes contre l'humanité. Les massacres ont eu lieu dans la localité de Yumbi, située dans l'ouest de la RDC, affirment les enquêteurs de l'ONU. Selon eux, les violences survenues entre le 16 et le 18 décembre dernier ont été planifiées et exécutées avec l'appui de chefs coutumiers. Une enquête, sinon les enquêteurs de l'ONU déclarent que les violences peuvent reprendre à tout moment. Le Rwanda a invité Emmanuel Macron à assister le 7 avril prochain à Kigali à la commémoration du 25e anniversaire du génocide. Le rôle joué par la France au Rwanda reste encore l'objet de tensions entre Paris et Kigali. Le président rwandais Paul Kagame a accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur de tuerie et en fait, selon l'ONU, 800 000 morts entre avril et juillet 1994. De son côté, Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Et puis nous terminons avec ce reportage à Madagascar. L'épidémie de rougeole continue de faire des victimes chez les enfants. De septembre à février, plus de 79 000 cas ont été enregistrés sur la grande île. La transmission a déjà fait 926 morts. Regardez. Robertine a marché 5 heures depuis son village du nord de Madagascar pour arriver dans ce centre de santé, sa fille malade sur le dos. Sur la route, des boutons sont apparus. C'est la rougeole. La grande île est frappée par une violente épidémie qui a fait près de 1000 morts en moins de 6 mois. Frangeline, 2 ans, a la peau à vif. C'est le signe de malnutrition. 6,3 kg, 2 ans. C'est le poids de l'enfant de 4 mois ou 3 mois. Les enfants malnutris contractent plus facilement la rougeole car leur défense immunitaire chute. Robertine est paysanne et sa famille mange rarement à sa faim. On mange du riz avec toujours le même bouillon. On lui donne à manger parce qu'elle en réclame souvent, mais c'est toujours le même bouillon avec du riz parce qu'on n'a pas assez d'argent. Dans le lit d'à côté, Voulaza, 60 ans. Elle a traversé une forêt et une rivière pour faire soigner sa petite fille, malgré les dangers. Des fois, elle ne pouvait pas passer car il y avait des crocodiles avec la montée des eaux. J'avais de l'eau jusqu'ici. Autre obstacle, les croyances ancestrales. Vous voyez les excréments de zébu? Il faut les faire bouillir et ça guérit la rougeole. Donc je ne pense pas que ce soit la rougeole. Si elle avait la rougeole, l'écorce de l'arbre Laza l'aurait guérie. L'OMS préconise un taux de vaccination de 90%. Il est actuellement de 58% à Madagascar. Nous trouvons que c'est inacceptable que les enfants meurent de la rougeole. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un vaccin. 5,6 millions de vaccins sont en train d'être distribués. Réponse un peu tardive, alors que plus de 80 000 personnes sont déjà atteintes. Fin de cette édition d'information que je vous propose de retrouver en intégralité sur RTI Info.
Merci, à tout de suite. Il en reste encore un, celui de l'international. Mais pour l'heure, nous on demeure encore dans le pays, bien sûr, un matin bonheur avec notre prochaine étape qui n'est autre que la chronique coaching avec le coach Yoman. On a démarré la semaine dernière les différentes sortes de management situationnel. Aujourd'hui, ce sera le management participatif, n'est-ce pas? Bonjour coach. Bien sûr, bonjour et bienvenue. En tout cas, je suis très heureux de reprendre langue avec vous ce mercredi et puis de pouvoir justement aider peut-être un manager qui ce matin est connecté à son écran de télévision, de comprendre qu'en vérité, il n'existe pas un type de management dans lequel on devrait être confortable. Il faut, même s'il y a un style qui nous est naturel, même s'il y a un style qui nous convient d'une certaine façon, comprendre que le management ne vaut qu'en situation. Donc nous avons vu la semaine dernière le premier type, c'était le type directif. C'est le type le plus basique en fait. Ce type-là, comme j'aime à le dire, il n'a pas été créé. Il est un type naturel. Nous avons tendance, quand nous montons une entreprise, quand nous sommes à un niveau de hiérarchie dans l'entreprise, nous avons tendance à dicter la façon de faire, à dicter la façon de fonctionner. Donc ce type-là, il a émergé tout simplement au niveau d'un système de pensée qu'on appelait le taylorisme en fait. C'est-à-dire qu'à une certaine époque où l'industrialisation va prendre vraiment son essor, vous voyez, les maîtres d'usine, les ingénieurs vont dicter aux ouvriers ce qu'ils doivent faire. Vous voyez? La révolution industrielle a joué un rôle très important dans la stratification de la façon de diriger. Exactement. Et cette façon de diriger là va coïncider aussi avec ce qu'on appelle les 3 générations, voire les 4 générations. La première, c'est la génération de la guerre, c'est-à-dire qu'on sort fraîchement de la guerre, baby boomer, les gens ont commencé à faire vraiment plein d'enfants et on est dans la logique paternaliste. Donc ici, il y a un papa qui donne des ordres, l'épouse obéit, les enfants obéissent. La famille est très puissante. Exactement, la famille est très puissante avec un père de famille très autoritaire. Donc quand on se retrouve en situation d'entreprise, la même autorité, logiquement, elle suit. Le même modèle. Mais vous voyez qu'avec l'évolution, on va assister à une deuxième génération. C'est ce qu'on va appeler la génération X. C'est la génération qui, elle vient juste après les baby boomers. C'est la génération, on va dire, 1960-1970 avec, comme on dit là, les 70s, etc. Là, on parle de quelle société? La société en général. On va parler de la société en général, mais on sait que ça a été stratifié par les Européens et les Occidentaux. Mais cette réalité... L'histoire commune, en tout cas. Est commune, en fait, à toutes les civilisations. Est commune aussi à l'Afrique dans laquelle nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, vous réaliserez que diriger ne sera plus seulement donner la direction. Ça va être difficile. Parce qu'il y a une sorte de révolution, il y a une sorte de, on va dire, d'opposition qui se présente. Et comment on fait dans ce système-là? Il y a le sentiment que le carré, n'est-ce pas, ou le précaré du directeur, du boss, n'est plus la formule qui marche, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent maintenant. Absolument. On n'est pas tous des ouvriers, il y a des gens qui utilisent vraiment leur cerveau, qui ont quand même de la matière grise. Et en face de ce type de personnes, comment on manage? Parce que si on donne des directions et que la direction n'est pas bien comprise et que la direction n'est pas... On ne sent pas le volume, la qualité humaine dans la direction. Il n'y a pas que l'objectif à atteindre, il n'y a pas que du chiffre à faire. Il y a aussi des individus qui ont leur quotidien. Ce matin, avant de venir, il y a pu peut-être avoir un clash à la maison. Mais ça, votre directeur, il ne le sait pas. Mais s'il ne tient pas compte de cet aspect, il manage mal parce qu'il se dit, moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez là, c'est que les choses se fassent. Mais il y a une dimension dans le management qui doit être une dimension humaine. Et c'est cette échelle humaine-là qui va nous amener à ce qu'on va appeler le management participatif. D'accord. Et l'universalité de ce que vous dites est avérée parce que autant dans les sociétés dites occidentales que dans les sociétés africaines, on a ce changement-là. Parce qu'après la guerre mondiale, il y a eu cette velléité d'indépendance. Tout à fait. C'est plus la même manière d'accepter la colonisation. Exactement. Donc ça confirme l'universalité. Exactement, Marco, ce que tu dis est tellement vrai que, c'est-à-dire que les sociétés africaines en général, qui étaient à la base des sociétés très occidentales, qui se déversaient d'une certaine façon ici en Afrique et qui avaient le succursale, avaient cette façon un peu colonialiste de gérer jusqu'à ce qu'on assiste à l'essor de nouveaux types d'Africains, des Africains assez calés. On a eu par exemple le président Houphouët-Boigny qui revient de France, qui est médecin, etc. Avec l'aventure 46, on fait partie des centaines d'Ivoiriens étudiés. Exactement. On réalise que la méthode participative va se présenter. On réalise que maintenant, en fait, on ne va plus dicter à l'Africain comment il fonctionne, mais on collabore avec lui. Il va être membre au niveau donc, de l'Assemblée française. Vous voyez, il y a une collaboration qui commence à s'installer. Et donc,
Si on est dans la dynamique de l'entreprise, on est dans la dynamique du management en entreprise, pourquoi rester dans un carré et se dire, moi, directeur X, moi, PDG X, voici ma façon de fonctionner. Si l'équipe n'entre pas là-dedans, je change l'équipe. Parfois, en fait, ce n'est pas le rêve qui est mauvais en tant que tel, c'est le rêveur qui a un problème. Et quand le rêveur il a un problème, il faut justement essayer de le remettre au pas. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les managers devraient pouvoir apprendre un nouveau style de management. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de faire ensemble ce matin. Je vais vous donner un exercice. Un exercice, Marco. J'espère qu'on aura le temps. On aura le temps de le faire. C'est un exercice assez intéressant. Hein. Il n'est pas difficile à faire. Allez, petite feuille de papier, interrogation matinale. J'espère que ça vous rappelle une certaine époque. Hein. Oui. Alors, on va simplement faire quelque chose. On va mettre en fait 9 points sur le bout de papier. Mais on va les aligner 3 par 3. Donc, on va y aller ensemble. Donc, 9 points. On peut peut-être utiliser des marqueurs pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, on le fait ensemble, hein, rapidement. Donc, un premier point, un deuxième, un troisième, un deuxième, un deuxième, un troisième, 1, 2 et 3. En général, quand c'est comme ça, ah non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, Marco, je pense que voilà, c'est l'élève. Hein. Donc, on va reprendre un peu ce que Marco a fait. Ah oui. C'est la fin qui compte. D'accord. Donc, on reprend. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, l'exercice, c'est celui-là. Il faut relier, en fait, les 9 points en 3 ou 4 touches maximum. Relier les 9 points en 3 ou 4 touches maximum. Donc, 9 points. D'accord. En 3 ou 4 touches maximum. Je vois que Marco a déjà fait ses 4. Maximum? Maximum. Une seule fois? En une fois. En une fois? Mais il y a un point du milieu qui manque. Le point du milieu n'a pas été joint. D'accord. C'est pareil aussi pour toi, n'est-ce pas? En fait, quel type de manager nous sommes? Nous sommes des managers, on va dire... Voilà, on peut montrer. Rationalistes. Voilà. Alice montre pour elle aussi. Alice montre également. J'ai fait un Z de Zoro. Un Z de Zoro. Voilà. Donc ici, on a en face des managers qui sont à l'aise avec leur façon de faire. Si ça ne marche pas comme ça, alors soit c'est l'exercice qui n'est pas bon, soit voilà, celui qui bosse avec moi, c'est lui qui doit partir. Mais en fait, vous avez tout fait, sauf de sortir un peu de votre cadre, sortir un peu de votre environnement. On le reprend tous ensemble. Alors, voilà comment ça doit se passer. Normalement, je joins les 3 premiers points. D'accord. Mais je sors de mon cadre, vous voyez? Je sors de mon cadre. Ah, d'accord. D'accord? Et je reviens. D'accord. 2, ensuite 3 et 4. D'accord? Le 4 passe. Très bien. Ah, d'accord. Ça se voit qu'il a fait ça depuis longtemps, lui. Mais ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le manager ne peut plus rester dans sa zone de confort. Très bien. Et se dit, ouais, j'ai fait telle école, j'ai fait tel institut, j'ai fait telle formation. Donc, parce que j'ai fait cette formation-là, c'est mon équipe qui a un problème. Attention. Un bon manager se voit par sa capacité à faire ressortir le potentiel de son équipe, à faire ressortir les aptitudes de son équipe. On n'est pas manager parce qu'on a costume, cravate, parce qu'on sait, on sait donner des ordres, mais parce qu'on sait faire une saine émulation au sein de l'équipe. On s'est fédéré. On s'est amené chacun à trouver en fait sa place à l'intérieur du système et à pouvoir manifester ce qu'il faut comme potentiel. Il y a une étude qui a montré que les parents illettrés, entre guillemets, donner une plus bonne éducation aux enfants que les parents qui ont fait de grandes études. Exactement, parce que les parents, entre guillemets, illettrés, ils ne sont pas dans un cadre. Voilà. Et comme ils ne sont pas dans un cadre, ils ils sont dans le vécu, ils sont dans le quotidien, ils sont dans la capacité à s'adapter. Et tu te souviens, c'est cette expression avec laquelle on a conclu la semaine dernière, l'adaptation. Celui qui ne s'adapte pas, il meurt. Aujourd'hui, c'est un système dans lequel même la nature se trouve. Il y a des animaux, par exemple, qui n'ont pas su s'adapter à un nouveau régime alimentaire, à un nouveau climat et qui ont disparu. Tout simplement parce que le système dans lequel nous sommes change. Alors j'ai promis qu'à chaque fois, je dirais le comportement du manager, je dirais ses limites et je dirais dans quel cas précis il faut utiliser ce type de management. Alors parlons du comportement du manager dans le type participatif. Alors, il va proposer des projets d'équipe, comme on le voit sur l'illustration. Le projet, c'est l'ampoule au centre. D'accord? L'ampoule n'est pas à mon niveau. L'ampoule est au centre, le projet il est au centre. Et chaque membre de l'équipe a son point de vue. Vous voyez, chacun a sa couleur. Et c'est ça qui crée l'harmonie.
à l'intérieur de l'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va inciter à la remontée de l'information et aux discussions. Donc, c'est un patron, en guillemets, avec qui on peut discuter, avec qui on peut donner son avis. Et même en tant que parent, il y a le sens de l'écoute. Exactement. En tant que parent, vous réalisez qu'aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus rien leur imposer. Oui. Il faut quand même essayer de le manager. Même pour qu'il aille à l'école, il faut lui expliquer pourquoi il faut qu'il aille. Pourtant, même pour aller se laver. Même pour aller se laver. À une certaine époque, c'était pour notre bien qu'on le faisait. Aujourd'hui, ça a changé. Il associe donc les collaborateurs aux décisions et se préoccupe de leur engagement dans les projets. Donc, il se préoccupe. Il cherche à savoir comment est-ce que tu vas y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une formation peut-être complémentaire qu'il te faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas un renforcement de capacité? Est-ce qu'il n'y a pas un team building qu'il faut organiser pour l'entreprise, pour mettre l'entreprise à niveau? Le problème n'est pas aujourd'hui de se dire, OK, je balance toute l'équipe, je prends une nouvelle équipe, mais le problème peut être toujours là si le problème ne vient pas de l'équipe. En général, il vient du manager lui-même. Et puis, c'est vrai, dans l'absolu, comme ça, on se dit participatif, ça doit être le style le plus cool, quoi, le style le plus intéressant, mais ça a des limites. Ça a des limites, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'excès, il a tendance à vouloir éviter les conflits. Or, effectivement, c'est dans les conflits, parfois, qu'il faut trouver la solution. Et puis, certaines situations en entreprise et dans certaines entreprises ne nécessitent pas vraiment de la participation. Exemple. On est dans la salle d'opération, le chirurgien, en temps réel, il a besoin d'être directif. Scalpel, ciseaux, etc. Il donne des ordres. Et à la limite, tu obéis à ce qu'il te commande. OK, regardons par exemple, dernièrement, on a parlé d'un crash au niveau de l'aviation. Imaginez, par exemple, le pilote en situation d'urgence. Est-ce que là, il est dans une méthode participative ou il est dans une méthode directive? Voilà ce qu'on doit faire. Voilà comment ça doit se passer. Parce qu'à ce moment-là, il y a une urgence qui s'impose. Donc, en cas d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas être participatif. On donne la ligne de conduite, on dit ce qu'il y a à faire. Parce que si on va attendre que... C'est là où on voit le chef, en fait. Exactement. Donc, en fait, ici, il module. Il sait quand il faut être directif, il sait quand il faut être participatif, mais s'il est seulement directif et qu'il ne sait pas aller sur un autre système pour fonctionner, tout de suite, il se retrouve limité et le problème se pose. On a le sentiment qu'on ne peut plus avancer alors qu'en situation d'entreprise, il y a deux facteurs qu'il ne faut pas négliger. Il y a d'un côté la compétence, donc le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-être, ça c'est la compétence. Et puis de l'autre côté, il y a la motivation. J'ai expliqué la semaine dernière qu'il y a 4 types de personnes que vous trouverez en entreprise. Celui qui sait et qui veut, super motivé, super compétent. Celui qui sait et qui ne veut pas, il est super compétent, mais il ne veut pas. Et puis on a celui qui ne sait pas et qui ne veut pas. C'est le mec, à la limite, c'est un boulet dans le système. Et puis on a celui qui ne sait pas, mais qui veut. C'est un bon volontaire. Ces 4 types de personnes, vous les aurez. Est-ce que vous pourrez les manager de la même façon? Impossible. Mais ici, on réalise que lorsque on a un certain niveau de compétence, comme on le voit sur l'illustration, ne sait pas, ne veut pas, on est au niveau A. A1. À ce niveau A1, on est obligé à un certain moment d'être directif avec lui. Oui. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il faut lui dire ce qu'il y a à faire. Il faut l'orienter. D'accord? A2, on a sait pas bien faire, mais il veut bien. À celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à participer. Il ne sait pas exactement comment il faut faire, mais si tu le mets sur la voie, si tu lui donnes les outils, eh bien, il réussit à avancer. Et puis au 3e niveau, il sait faire et il veut faire. À celui-là, comme on le verra la semaine prochaine, on délègue. Parce qu'il sait, il veut. Donc si tu le mets en participation, tu écrases son talent, tu écrases son potentiel. Si tu le rends trop directif aussi, tu lui donnes que des instructions, il a le sentiment qu'il n'apporte rien à l'entreprise. Et en général, c'est ce genre de compétences qui partent dès que la concurrence se présente. Parce qu'il est là, il est compétent, il a un savoir-faire, mais quand il propose un projet d'émission, il propose telle ou telle chose, on trouve que, tu ne vas pas réinventer la roue. Pourquoi ça vient de lui? Pourquoi c'est lui? Bon, il va prendre notre place. Bon, exactement. Ça, c'est inhérent à tout. Ça, c'est inhérent aux sociétés africaines, ça. Inhérente aux sociétés africaines, oui, parce que dans le modèle, justement, du management africain, il y a l'idée du chef. Le chef qui ne doit pas être détrôné. Le chef qui est censé tout savoir. Exactement. Qui ne s'excuse jamais. Exactement. Alors que non, il faut arriver à un certain niveau d'humilité. En coaching, ça s'appelle la position basse. Reconnaître que je ne sais pas tout et que de l'autre aussi, je peux apprendre. Et puis, on en arrive à la 4e étape très intéressante, très importante, qui est sait bien faire, n'est-ce pas? Et veut faire. Il veut faire. Donc, au niveau 3, c'était plutôt sait faire et veut faire sous des conditions.
C'est-à-dire, il sait le faire, mais bon, tant que, par exemple, il n'y a pas de climatiseur, hein, tant qu'il n'y a pas de poudre oxygénée, etc., je ne le fais pas. Et puis, le dernier niveau, qui est le top niveau, tous les managers d'entreprise veulent avoir le niveau A4. Mais qu'est-ce que chaque manager fait pour atteindre un tel niveau? Parce que peu importe qui vous avez dans votre entreprise, s'il a été recruté selon les normes RH, il est possible qu'il atteigne le niveau A4, mais il est clair que son taux de motivation peut prendre un coup parce qu'il a en face de lui un mauvais manager. Et ça, combien de managers sont prêts à l'admettre, sont prêts à accepter qu'effectivement, mon système de management n'est pas adapté. Il ne correspond pas à ce que véritablement ceux qui sont en face de moi devraient pouvoir manifester. Pourquoi? Parce que je n'apprends pas, comme on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, à sortir un peu de mon cadre, à sortir un peu de mes habitudes. Ce n'est pas parce que ça marche avec 3, 4, voire 5 des collaborateurs et que ça ne marche pas avec 2 que les 2 sont mauvais. Non, pas forcément. Il faut, en tant que manager, comme je l'ai dit, savoir avoir cette mixité dans le système de management pour être un manager un peu plus souple, un manager situationnel qui sait que dans telle situation, il y a tel type de management à faire. Alors la question c'est, dans la réalité, est-ce que dans le quotidien de nos entreprises ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on est bien en Côte d'Ivoire. Justement, coach, moi j'ai une question à ce sujet-là. Vous avez parlé du moment où on recrute. C'est très important. Oui. Parce que c'est ça qui va tout déterminer. Tout à fait. Et là, c'est confié généralement aux ressources humaines. Est-ce que celui qui va manager, celui qu'on va recruter, est-ce que c'est pas mieux de l'associer déjà au circuit de recrutement? Exactement, exactement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les systèmes d'accompagnement que nous mettons en place, le trinôme. Le trinôme, il est composé donc du RH qui va conduire l'entretien, mais aussi du manager qui, à la vérité, sera au quotidien avec cette personne aux ressources. Et puis, il y a une troisième personne très importante qui, aujourd'hui, fait partie des entretiens, qui est le coach, en fait, qui, lui, est capable d'avoir cette distance qui lui permet de dire, après coup, effectivement, peut-être en situation réelle, c'était un bon recrue, mais le problème, peut-être, c'était quoi? C'était peut-être le stress. Il s'est retrouvé dans une situation où on l'a acculé de questions et il n'a pas pu justement donner le meilleur de lui-même. Combien de personnes potentiellement capables de transformer la vie et l'avenir d'entreprise sont sorties de salles d'interview sans pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes, alors qu'en fait, c'était des situations de stress qui auraient pu être jugulées après juste par un coaching. Parce que parfois, il y a la timidité, parfois, il y a, on va dire, il y a le trac, il y a tellement de situations qui tournent autour. Et en général, celui qui passe facilement par le filet, c'est celui qui était plus extraverti, celui qui était plus ouvert, celui qui était plus à l'aise. Mais à la vérité, celui-là... Dans la réalité de l'entreprise, on est surpris parce qu'il a passé les mailles, comme on dit là, du recrutement. Mais en situation d'entreprise, on se rend compte que c'est le monsieur qui veut venir à l'heure, enfin, qui lui convient, etc. Et bien parce que le management, et on le verra certainement mercredi prochain, doit obéir justement à cette loi générationnelle dont j'ai parlé. Si dans l'entreprise, on a donc celui de la génération baby boomer des années 60 qui est encore dans l'entreprise, comme on dit, c'est le doyen. Ces personnes-là n'ont pas de mal avec la hiérarchie. Ils n'ont pas de problème. Le problème vient quand la hiérarchie devient, par exemple, quelqu'un de la génération X ou Y, c'est-à-dire quelqu'un de moins âgé. À ce moment-là, il n'est pas très à l'aise avec les instructions qui sont données, très à l'aise avec la façon de fonctionner. Du coup, il y a un clash qui se produit. Comment ce manager, qui est d'une génération un peu en dessous des managers, doit se comporter? Ça aussi, c'est situationnel. C'est très important. Et ça, c'est vraiment l'une des grosses erreurs que nous commettons parce qu'on arrive, en général, on se retrouve avec une partie du personnel qui est un peu de la génération. On s'entend bien, tout le monde dit au boss, tu es le meilleur, tu es le bon patron. Et puis, certains ne se retrouvent pas dans son système managérial. Comment est-ce qu'on peut dire donc qu'il est un bon patron? Il doit pouvoir faire cette unanimité s'il apprend à développer justement un autre type de management, car la génération la plus difficile, et on le verra mercredi prochain, c'est la génération Z, la génération Internet, qui est de 90, 2000, etc. Cette génération-là qui est très intelligente, c'est vraiment des jeunes gens très intelligents, ils sont autour de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans en entreprise, il a de bons diplômes, etc. Mais le truc, c'est qu'il ne rentre pas dans un cadre. À la vérité, c'est le gars qui veut venir à 9h et répartir à 16h. Il veut avoir autre chose à faire. Pourtant, il va donner de bons résultats. Il va donner de bons résultats, mais il y a son after-work là. Il a prévu quelque chose avec ses garçons. C'est soumis à son environnement. Exactement. Et à celui-là, il pense à la chicha.
Exactement. Et à celui-là, est-ce qu'il faut donner les mêmes instructions, les mêmes charges, le même contexte de travail, ou bien il faut simplement lui définir un cadre dans lequel il travaille par objectif. On sait que d'ici la fin de la semaine, il doit atteindre tel résultat. À côté de lui, il y a le gars du baby boomer à qui c'est important d'être là à 7 h, de repartir à 18 h, hein, de voir les enfants lui dire bonne arrivée papa. Vous voyez, c'est pas le même système en fait. Exactement. Donc il y a ces différents aspects-là qu'il faut que le manager actuel puisse intégrer dans son management pour qu'il soit vraiment à la hauteur des attentes et que l'entreprise puisse atteindre un niveau de performance assez intéressant. Wow. Merci en tout cas, coach Yoman. C'est moi. On aura fait le tour avec ce management participatif. Tout à fait. On vous recevra la semaine prochaine pour un autre pan du management et comment l'orienter en fonction des hommes avec qui nous travaillons, car la ressource humaine est plus importante que toute autre chose. Exactement. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. On va refaire l'exercice peut-être. Oui, et il faut vraiment le refaire. Une autre interrogation la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, coach Yoman. Je rappelle qu'avec nous, nous parlions donc des bons côtés, hein, les bons côtés du management participatif. L'idée, c'est de ne pas être, on ne peut jamais être participatif à 100%. À 100%, mais c'est clair. c'est d'être participatif le plus possible, mais avec des gens qui sont concernés. Exactement. Et faire en sorte que ces personnes-là soient concernées. Il est 6 h, mesdames et messieurs, passé de 55 minutes. Le temps pour nous maintenant d'avoir le dernier flash avec notre très cher Mr. Thursday pour l'occasion. Et puis on reviendra donc pour la thématique. Aujourd'hui c'est mercredi. Elle est déjà là en train de s'habiller de son micro. Le coach Laura. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue dans cette dernière tranche d'information. Les députés britanniques ont rejeté mardi l'accord du Brexit, un accord négocié entre Londres et Bruxelles par 391 voix contre 242, plongeant ainsi le Royaume-Uni dans l'incertitude à 17 jours de la date prévue du divorce. Le texte avait déjà été massivement rejeté en janvier dernier. Pour le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, cet accord est mort. Le ciel européen est dorénavant fermé sinon au vol des avions Boeing 737 MAX. La décision émane de l'Agence européenne de la sécurité aérienne après le crash de l'un d'entre eux en Éthiopie, le deuxième en moins de 6 mois, impliquant cette nouvelle génération d'appareils. L'Agence européenne de la sécurité aérienne emboîte le pas à plusieurs pays d'Asie, d'Océanie et du Golfe. Après 8 heures de délibéré, le procès du premier terroriste français revenu de Syrie a pris fin lundi soir en Belgique. Reconnu coupable de 4 assassinats au musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, 33 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises. Son complice Nasser Bendrer, quant à lui, lui avait fourni les armes et en servi à la tuerie et écope d'une peine de 15 ans de réclusion. Je vous propose quelques réactions. J'ai vu un sourire, j'ai vu presque du dédain et j'ai eu le sentiment qu'il s'amusait de cette décision. Par rapport à la personne de Mehdi Nemmouche, je dirais que la perpétuité était ce qui portera de mieux comme cravate là où il est amené à se retrouver. Par contre, pour le co-accusé, je dirais que je reste encore un peu sceptique par rapport au prononcé de la peine, mais allez, je respecte et je me plie au jugement rendu par le jury public. Le navire de commerce italien Grande America a coulé mardi à 300 km des côtes françaises. Le bateau a sombré aux alentours de 15h30 heure française. Il transportait une cargaison de fioul lourd. Le Grande America avait à son bord 27 passagers, tous évacués dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis nous terminons avec ces images de cinéma. Un mot de cinéma avant de nous quitter. Disney poursuit l'adaptation de ses grands classiques animés. Cette fois-ci, c'est un Dumbo qui a été remis en scène par Tim Burton. L'avant-première s'est tenue à Hollywood dans une ambiance de cirque en début de semaine. Voilà, c'est tout pour cette tranche d'informations. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez ce journal en intégralité sur www.rti.ci. Merci Abdoulaye. Et vous, on vous retrouve vendredi ou Très demain? certainement. Certainement. Bon, vendredi, c'est sûr. Demain, on verra qui d'entre vous sera là. Merci. Merci pour aujourd'hui. Bonne journée.
Alors, merci. Nous arrivons à notre dernière ligne droite, la thématique de ce jour, mercredi, famille, avec Dr Laura Michel. Elle est conseillère conjugale. Les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? On verra dans quel cadre ceux-ci peuvent se maintenir dans notre nouvelle relation quand on sait que l'ancien partenaire a partagé un grand pan de notre vie. Dans quelles conditions l'on peut lui permettre en tout cas de vivre avec notre nouvelle relation, en tout cas de se maintenir. Dans quelques instants, nous aurons toutes ces informations-là avec Coach Lola. Mais pour l'heure, c'est le rituel que vous savez, l'élément explicatif. Aujourd'hui, il ou elle est devenu votre ex. Quand une relation amoureuse s'achève, il n'est pas toujours évident de tout gommer. Certains ex-partenaires restent amis. Mais le faut-il? Si oui, dans quel cadre et quelles limites? Ils peuvent se revoir, pas pour se donner des rendez-vous, ils peuvent se revoir dans la rue comme ça, ils peuvent se saluer, mais pour dire, se donner des rendez-vous et puis aller manger, discuter comme ils faisaient avant, c'est pas possible, quoi. Dans ma nouvelle relation, mon ex peut représenter une amie pour moi parce que après l'amour, c'est pas la guerre après tout. Pas parce que c'est vrai qu'on a eu des difficultés qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché entre nous et que je dois peut-être vivre avec une autre fille que je vais devoir la considérer comme une ennemie. En la matière, deux clans s'opposent. Ceux qui acceptent la poursuite de la relation qui se transforme en amitié et de l'autre côté, ceux qui opposent un non catégorique. Je ne vois pas trop l'utilité de mon ex dans ma nouvelle relation parce que si c'est mon ex, c'est parce que je n'arrive plus à m'entendre ou bien je n'arrive plus à être avec cette personne normalement. C'est pourquoi c'est mon ex. Maintenant, si je suis dans une nouvelle relation, pourquoi je vais me casser la tête à vouloir perturber ma nouvelle conjointe avec une histoire qui est déjà passée? Une ex, elle peut être, je dirais, un soutien pour une relation dans le cas où votre nouveau ou votre nouvelle partenaire a un certain lien d'affinité avec votre ex. Peut-être vous étiez dans le même groupe d'amis et vous partez d'un partenaire à une autre. Dans ce sens-là, on peut dire que l'ex peut être, comment je dirais, un soutien. Je pense que les ex dans une relation représentent les histoires, la bagarre, surtout. Toujours les histoires avec son nouveau mec. Lorsqu'une relation amoureuse se termine souvent à l'amiable, certains anciens partenaires décident de rester de bons amis. Mais ce n'est pas toujours le cas pour la majorité. Plusieurs ont en effet du mal à envisager que leur partenaire continue de fréquenter celui ou celle qui a partagé dans le passé la vie de l'être aimé. Et les raisons ne manquent pas. Si tu es déjà en relation et que tu continues de voir ton ex, ça provoque la jalousie, ça crée la jalousie chez l'autre. C'est ton nouveau mec, c'est ta nouvelle conjointe. Ça crée la jalousie et puis ça peut créer de nouvelles séparations encore. Les ex représentent des personnes à éviter. Elles peuvent causer plusieurs problèmes. Donc c'est pour ça qu'elles sont à éviter. Décider de fréquenter son ex quand on est à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre, preuve de maturité ou bêtise? Quelle place peut avoir un ex au sein du couple? Quelle attitude doit avoir le nouveau partenaire face à cette intrusion? D'ailleurs, est-ce bien de toujours fréquenter son ex quand on est en couple ou quand cette personne elle-même est engagée dans une nouvelle relation? Voilà, mesdames et messieurs, comme on le dit souvent sur ce plateau, le postulat est posé, c'est toujours le créneau pour expliquer le cas qui nous est soumis, parce que vous savez que la pédagogie fait partie des leitmotifs de notre émission. Aujourd'hui avec le coach Laura. Bonjour, coach Laura. Bonjour. Alors, les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? J'aime bien le libeller parce que c'est direct là. Alors, déjà, on va essayer de parler des mots-clés. C'est qui un ex ou bien une ex? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un ex ou une ex? Très bien. Un ex ou une ex, c'est une personne avec laquelle on a eu un rapport amoureux, consenti, suivi et conscient. Donc, n'allez pas considérer comme ex un coup d'un soir ou un flirt, non. Un ex, c'est une personne avec laquelle on a eu une relation amoureuse, consentie et suivie. Quelle que soit la durée une relation peut durer une semaine, un mois, mais consentie et suivie. Alors, dans le cas des ex, on a différentes configurations. Tout à fait. Il peut y avoir des ex comme ça qui partent sans rien ou des ex qui nous laissent quelque chose quand même ou des humains, des enfants oui, notamment. Tout à fait. Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est qu'en général, quand on dit ex, on a tendance à avoir un tableau noir.
On se dit, si on n'est plus avec la personne, c'est qu'elle n'était pas bien. Donc, les qualificatifs pour parler des ex sont souvent négatifs, alors que ce n'est pas toujours ça. Donc, il faut se dire aussi qu'il y a des ex qui sont de bonnes personnes, mais ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Par exemple, cause de compatibilité, cause d'objectifs, vision. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, les ex, ce n'est pas forcément des choses, des personnes mauvaises ou négatives. C'est juste que la combinaison entre deux personnes n'a pas marché. À partir de là, quelle est la raison qui peut nous amener à fréquenter un ex, surtout si on est maintenant en couple? La raison principale, ce sont les enfants. Et même là encore, il faut baliser parce qu'on ne sait pas, il y a 3 personnes en jeu, au moins 3 personnes. S'il y a un couple et qu'il y a un ex, ça fait déjà les 3 personnes. Comment vous percevez votre ex? Comment votre conjoint perçoit votre ex et comment l'ex lui-même perçoit le fait de vous fréquenter. À partir de là, nous avons un triangle qui est très dangereux parce que si l'une des personnes a des zones d'ombre, ça peut créer le doute dans l'esprit des uns et des autres et créer des conflits. Très bien, coach. Coach, alors, les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? Quel genre de couple? Notre couple quand on n'est pas marié, notre couple quand on est marié? Ici, il s'agit de l'affection. Hein. Donc, marié ou pas, ce qui compte, c'est le côté affectif. Et quand on est amoureux, on aime une personne, on a tendance à vouloir, avoir l'exclusivité dans son cœur. Donc, l'ex devient ainsi une menace pour notre conjoint dans la mesure où, s'il n'est pas rassuré, s'il n'a pas les éléments qui vont lui donner la certitude qu'il n'a pas à s'inquiéter, il va s'inquiéter parce qu'il va avoir une insécurité affective grandissante. Si avec votre ex, vous avez des gestes de tendresse que vous banalisez, il n'en sera pas de même pour votre conjoint s'il assiste à la manifestation de cette tendresse-là. Donc, il faut faire très attention à comment on s'adresse à l'ex pour ne pas semer le doute dans son esprit à lui et pour ne pas non plus semer le doute dans l'esprit de notre conjoint actuel. Alors, docteur, on a à l'entame parlé de différentes sortes d'ex ou de configurations. Et on a dit que l'ex n'est pas forcément le négatif, le noir. Donc, fonction de la rupture, quel devrait être le rapport qu'on a avec son ex au sein de son couple? Eh bien, en général, quand on dit ex, si ça n'a pas marché, il n'y a pas de raison qu'on entretienne une relation suivie après la rupture amoureuse. Mais il y a des cas contraignants, comme nous l'avons dit. Le cas de l'existence d'un ou plusieurs enfants, c'est une contrainte. Ça nous oblige à collaborer pour le bien-être de l'enfant. Si nous prenons le cas où il n'y a pas d'enfant, il peut y avoir une contrainte professionnelle ou souvent ce qui emmène les hommes à fréquenter leur ex ou à les ménager, c'est que les hommes, ils ont des scrupules à choquer une fille avec laquelle ils ne sont plus. Donc même s'ils sont remariés, ils vont avoir tendance à ménager la susceptibilité de leur ex quand ils vont la croiser. Ils vont cacher leur bonheur, cacher leur joie, rien que pour ne pas blesser la fille avec laquelle ils ne sont plus, surtout si elle n'est pas en couple. C'est pas un peu caricatural? C'est pas caricatural, c'est genré. C'est genré. Une femme, quand elle est amoureuse de son nouveau conjoint, elle s'en fiche de faire du mal ou pas à son ex. Par contre, un homme, même s'il est amoureux de sa nouvelle partenaire, il aura toujours des scrupules à blesser son ex. Même pas intentionnel aussi. Même s'ils se sont séparés en queue de poisson. Mais le fait des ex, au fait, c'est un couteau, je vais dire un couteau, façon de parler, à double tranchant. C'est-à-dire, on ne s'entend pas avec eux, il y a un souci. Oui. Quand on s'entend trop avec eux aussi, il y a un souci. Mais on ne peut pas s'entendre trop. Oui, comment faire l'équilibre? Il faut faire la part des choses en sachant se protéger soi-même, protéger notre nouvelle relation. Comment on se protège? On se protège en n'ayant pas de zone d'ombre. Par exemple, si vous avez un rendez-vous avec votre ex, il faut que votre conjoint soit informé du lieu, de l'heure et du motif. Parce que si le motif n'est pas valable, ou alors si le motif est tenu secret, ça sème le doute. Vous dites, je rencontre mon ex ou même je rencontre le papa de mes enfants demain. C'est pourquoi ça ne te regarde pas. Alors que c'est connu, entre ex, il y a toujours une sexualité latente. Donc, la sexualité latente, on dit en Côte d'Ivoire, ancien feu s'allume toujours. Et c'est ce qui est dangereux et effrayant pour votre nouveau conjoint. À ce moment-là, il faut montrer patte blanche, le rassurer, donner clairement les motifs. Il y a des personnes qui invitent même leurs ex à leur table. Et ça, c'est vraiment la preuve que dans le couple, il y a une grande confiance. Mais en même temps, je me demande
quelle est la pertinence de ce trio à table? Déjeuner avec l'ex de l'un des deux conjoints, c'est un peu déplacé. Donc, on peut avoir des rapports civilisés sans pour autant être amis ou potes avec nos ex, pour ménager le chou et la carotte. Docteur, parlons toujours de déconfiguration. Hein. On sait ici en Afrique que les connexions se font ça et là au niveau de l'enfance. On a par exemple des ex qui sont des amis de la famille. Tout à fait. Dans ce cas-là, quelle est la réaction à avoir avec son conjoint qui est là et qui a, entre guillemets, son rival qui est ami à la famille, aussi sa belle famille Mais normalement, les connexions se font. Donc, si votre ex est ami à votre sœur ou à vos cousins, à vos frères, je pense que par respect pour votre conjoint actuel, ils ne vont pas vous meuler, vous mettre au premier rang dans vos échanges. Ils ne vont pas, par exemple, vous dire « Tiens, j'ai un message ou une commission pour mon ex, tu peux la lui passer. » Non. Ou alors, ils ne vont pas inviter votre ex à des endroits où il y a des réunions de famille. Et même s'ils le font, ils ne vont pas vous mettre à la même table. Donc, il y a des petites attentions qu'il faut faire pour ne pas occasionner des disputes. Malheureusement, les disputes arrivent quand ces éléments-là ne sont pas pris en compte. On peut se trouver, par exemple, avec une cousine qui invite notre ex et qui nous met à la même table. Donc, avec mon époux ou mon épouse, je me retrouve à la même table que mon ex. C'est gênant. Justement, Alix a soulevé un problème très important. La gestion des ex, nous, soi-même, ça peut être, il n'y a pas de souci, on peut suivre ce que vous dites, mais des fois, ça ne dépend pas totalement de nous. Il y a des ex qui, par exemple, qui sont très, très ancrés dans la famille, qui sont très, très ancrés. Comment on fait? Nous, on peut bien gérer, mais eux, on ne maîtrise pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est à votre famille qu'il faut poser les balises. Expliquer clairement à votre famille, parce que la famille... Non, on va aller dire à la famille, ne parlez plus avec l'autre. Non, vous ne pouvez pas polisser la famille. Mais en même temps, quand la famille va vous dire, ah, ton ex était là, ah, mais c'est bien, et puis sans commentaire, mais vous n'allez pas dire, il était comment ou elle était comment. Non, là encore, c'est que vous avez d'autres intentions peut-être. Si vous vous affolez, ça veut dire que vous n'êtes pas aussi insensible que ça à l'ex. Mais si on vous dit votre ex était là, ben, vous montrez de l'indifférence déjà, ça va décourager les velléités à vouloir vous le présenter en gros plan à chaque fois. Alors, on a l'ex aussi qui veut se montrer tellement libéré de la relation, mais qui est décomplexé vis-à-vis de votre couple, qui cherche même à tisser des liens avec le nouveau conjoint. Est-ce que c'est à conseiller? C'est malsain. C'est malsain que votre ex soit ami à votre nouveau conjoint. Je ne vois pas pourquoi ça se ferait. Parce qu'on peut juste dire bonjour, comme je dis, avoir des relations civilisées, mais ils ne vont pas aller prendre un verre ensemble. Ils ne sont pas amis. Ce sont des femmes qui font du shopping ensemble. J'ai aimé ton truc. Bon. C'est quand même ouvrir la porte aux dérives. C'est ouvrir la porte aux dérives. C'est délicat. C'est délicat. Vous pouvez avoir des situations où votre nouveau conjoint ramène l'enfant après un week-end passé chez vous parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes en voyage. Ça peut se faire. Mais de là à passer outre vous pour tisser des rapports directs avec votre ex, je pense que c'est malsain parce que... il y a tellement d'individus avec qui on peut être ami qu'on ne va pas forcément chercher l'ex de son conjoint ou de sa conjointe pour en faire un ami. Il y a des situations cocasses. Oui. Il y a des situations cocasses encore. Dites-moi. Vous êtes avec quelqu'un qui vous a trouvé du travail, soit un homme, une femme, qui vous a trouvé, qui vous a inséré dans le circuit professionnel, que vous êtes, et la personne fait partie, en tout cas vous a sorti du trou. Il se trouve que vous étiez avec cette personne et vous n'êtes plus avec. En temps, vous avez tout expliqué par devoir de sincérité à votre compagne ou bien à votre compagnon. Comment on gère cette situation-là? C'est délicat parce que vous voyez la personne toujours, la personne est dans votre environnement immédiat, la famille a eu des gestes de reconnaissance envers cette personne parce qu'elle vous a trouvé du travail. Comment on fait? Oui, mais c'est de la reconnaissance dedans, là. Et la personne est toujours dans les soins de la famille. Dans les soins de la famille. Oui, mais vous n'allez pas démissionner parce que vous n'êtes plus avec la personne. Si la rupture s'est faite de façon normale, avec des explications, et que votre ex n'est pas un jaloux, un narcissique qui vous arrache tout, ça c'est des extrêmes. Mais je veux dire, en temps normal, ça devrait pouvoir se faire sans heurts parce qu'il s'agit d'être reconnaissant envers quelqu'un qui vous a sorti d'un mauvais pas, mais sans pour autant
ça ne lui donne pas droit de vie ou de mort sur vous, de vous avoir trouvé un travail, parce que, comme le disent les Zouglous, c'est l'homme qui fait l'homme. Coach, nous sommes en Afrique, hein? Oui. Il y a toujours, je m'excuse, il y a toujours une maman. Oui, la belle-fille. Une tantille. Bonjour ma fille. Une tantille, il y a toujours une tante sur le côté qui a dit, ah lui là, vraiment, je n'ai plus avec lui, mais on ne sait jamais. Bon, c'est la maladresse, c'est la maladresse des parents. Si vous arrivez avec votre compagne et que votre maman ou votre tante dit, ah vraiment, notre beau là, notre ancien beau, il était bien, c'est à placer. Ce sont des éléments que j'appelle des éléments exogènes. On ne va pas se focaliser là-dessus parce que ce n'est pas vous qui avez commis la faute. Parce qu'avant de créer un conflit ou d'attiser un conflit, il faut voir si la cause est endogène ou exogène. Si c'est vous qui n'arrêtez pas de faire les éloges de votre ex, là, ça devient gênant. Mais si ce sont les membres de votre famille, vous n'allez pas coudre la bouche de tout le monde dans la famille. Donc, juste de votre côté, rassurez votre ex que c'est lui que vous aimez et que cette vieille folle-là ne t'occupe pas de ce qu'elle dit. Oui, juste pour rassurer votre conjoint, parce qu'à un moment donné, il faut mettre dans la balance, il est prioritaire pour moi de préserver mon couple. Donc, quitte à dénigrer légèrement ma famille, je le fais, mais il faut que mon conjoint soit rassuré. Mais pour continuer sur ce cas-là, parce qu'il y a tellement d'aspects, si l'ex qui est parti, il est parti vraiment pas de sa faute, c'est de la faute au fils, et qu'il a été d'un bon apport pour la famille, et qu'il est toujours couvé de soins, de respect, même en présence du nouveau. Comment ça se passe? Le nouveau même devra avoir quelle posture dans ce cas-là? Mais si ça se passe comme ça, vous allez voir que votre nouveau compagnon va éviter votre famille parce qu'il va se sentir pas bienvenu. Donc, il faudrait expliquer à votre famille que désormais, vous êtes avec telle personne. Que le compagnon évite d'aller là-bas aussi tranquillement. Mais il va éviter, il va le faire lui-même parce qu'il se sentira diminué par le fait qu'on fasse trop d'éloges à l'autre. Ou alors, s'il a un ego très fort, il va vouloir se surpasser pour conquérir la famille. Parce qu'il faut le dire, la grande famille africaine est souvent cupide et intéressée. Donc, plus vous avez un ex qui leur a donné de l'argent ou qui s'est occupé d'eux, plus ils vont aller vers cet ex-là avec des mots de louange, des bons qualificatifs. Donc, les atalakou, comme on dit. Voilà, il faut arrêter tout ça. Alors, moi, j'ai une question. On va parler toujours d'argent. Deux ex qui étaient tellement liés, ça, c'est une question qui nous vient d'une téléspectatrice, qui ont eu un crédit bancaire, un lourd crédit bancaire, qui se séparent. Chacun va de son côté. Il y a un crédit bancaire qui pend. Ça, c'est la première question des téléspectateurs. Puis la deuxième question, il y a des ex en simultané. C'est-à-dire, l'un prend l'ex de l'autre, et l'autre prend l'ex de, je sais pas... Chassé-croisé. Voilà, merci. Chassé-croisé. Et oui, le téléspectateur Alors, pour répondre à la première question sur les finances... C'est cocasse, hein? Oui. Pour répondre à la première question sur les finances, quand vous avez un prêt conjoint, il faut savoir que, normalement, la banque protège ses clients. Donc, le prêt conjoint, si c'est un prêt bancaire, ce n'est pas un prêt chez Diallo. Si c'est un prêt à la banque, il y a des balises... Là, on parle de prêts homologués, pas les prêts... Il y a des balises juridiques. Voilà. Donc, tant que le prêt n'est pas épongé, vous ne pouvez pas séparer vos comptes. Vous côtoyerez tout le temps. Est-ce que ça ne va pas satellite... ça ne va pas... c'est pas comment on dit... Télescoper la relation. À ce moment-là, ça peut vous peser, mais il faudra expliquer à votre nouveau conjoint, j'étais avec une personne, voilà, ça on a un prêt. Ça va peut-être créer même des liens encore avec l'autre. On va se voir pour parler budget. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ancien feu qui se rallume. La proximité et autres. Quand ça se rallume, ça brûle vite. Il n'y a pas de proximité puisque les remboursements des prêts sont faits par virement. Donc, vous n'avez même pas à vous voir. Seulement, quand vous allez tirer votre relevé, vous allez devoir justifier de ce prélèvement à votre conjoint. Donc, vous allez lui dire, j'étais en couple. En fait, voilà, ce qu'Alex dit, c'est qu'il faut éviter le plus possible les rencontres. Parce que c'est de là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Il faut éviter autant que faire se peut, mais pour la question du prêt, les rencontres ne sont pas nécessaires puisque le banquier gère tout, la banque gère tout. Si à l'inverse, vous avez pris un prêt chez votre ami, là, c'est une question de moralité. Il faut avoir l'honnêteté de rembourser sa part parce qu'il y a des gens qui vont vous laisser avec des ardoises sous prétexte que vous n'êtes plus ensemble et que le prêt avait été pris pour scolariser ou soigner vos parents. Ou autre cas de figure, le nouveau conjoint qui voit que vraiment, même avec la présence d'un enfant, il y a eu la présence d'un enfant, il prend les devants, il isole son conjoint ex et il s'attaque, entre guillemets. Il a que relation avec l'ex, vraiment. Tout ce qui concerne l'enfant, c'est pas moi que ça passe, ça ne passe pas par ton ancien conjoint. C'est une possibilité? Vous voulez dire le nouveau conjoint s'accapare l'enfant?
Oui, il est avec l'enfant, il élève l'enfant. Et il ne veut pas que l'enfant ait contact avec son parent absent. Non, il peut avoir contact. Justement, c'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui constitue maintenant la courroie. Il isole son mari ou sa femme, et puis voilà, c'est lui qui constitue... Il isole le parent qui est ex. Voilà. Mais ça peut se faire aussi, c'est juste des personnes qui sont peut-être très regardantes, qui veulent voir clair dans l'affaire, comme on dit, ou qui ont un manque d'assurance. Elles se disent, j'ai peur qu'il se passe quelque chose, donc je préfère autant gérer. C'est pas plus mal, puisque si ça se passe bien, ça vous libère d'une corvée, parce que si vous n'êtes plus amoureuse de ces textes-là, c'est tant mieux s'il y a votre compagnon qui veut bien voir avec lui les côtés pratiques de la gestion de l'enfant. Il n'y a pas de problème, sauf si ils deviennent potes au point de prendre un verre ensemble, faire des after-work. Après, vous allez vous dire, mais de quoi ils parlent? Et là, il y a anguille sous roche. Alors, on revient sur le cas du chassé-croisé. Oui, tout à fait. Le chassé-croisé, il n'y a rien de plus malsain, sauf si c'est le hasard. Parce que si vous savez que X est avec Y, et que W va avec Z, et que les deux couples se cassent, et que X va avec Z maintenant, c'est malsain. Il y a des esprits... Je ne sais pas, il faut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est parce que les deux compagnons ne savaient pas que chacun était l'ex de l'autre? Souvent, ils ne savent pas. À ce moment-là, s'ils ne savent pas, dès l'instant où ça va se savoir, il y aura des décisions à prendre. Il y aura un malaise forcément. Et ce qui peut résorber le malaise, c'est le fait de faire route à part. Parce que vous ne pouvez pas être avec l'ex de votre ex et puis ne pas avoir de malaise, continuer de vous fréquenter. C'est pour cela que la séparation ou le fait de ne plus se fréquenter est souvent la panacée pour gérer les relations avec les ex. Tout ça, c'est compliqué. Hein. Ça m'a l'air compliqué. La vie même est compliquée. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Je veux dire, quand il y a tout ça, quelle est la force, au-delà des cas X, Y, W, Z, quelle est la force? Je me demande, est-ce que ce n'est pas la force mentale qui doit prédominer finalement? Tout à fait, vous avez tout dit. Parce que si on n'a pas un mental fort, on n'est pas lucide, on n'est pas objectif, on peut s'effrayer d'un rien. Surtout l'objectivité. Oui, on peut s'effrayer d'un rien, ou on peut... Parano. On peut devenir parano, ou alors si on a trop d'assurance, on peut avoir une relation sous nos yeux sans nous en rendre compte. Donc, il faut quand même être assez ouvert, mais sans pourtant prendre des vessies pour des longs termes. La civilité s'arrête où? Moi, par exemple, où est-ce que je peux être civilisé? À quel point avec l'ex de mon épouse, ma conjointe? Comment je fais? C'est de dire bonjour à la personne quand vous la rencontrez, d'autant plus si cette personne vient dans votre environnement familial. Maintenant, si vous vous rencontrez dans la rue, c'est bonjour, comment ça va? Et puis vous passez votre chemin, vous n'allez pas demander à l'ex des nouvelles plus poussées que ça. Donc les civilités minimales. Si l'ex vient chez vous à la maison pour ramener l'enfant ou pour le chercher, vous n'allez pas lui dire « on mange hein ». Si vous lui dites « on mange » qui s'attable avec vous et qu'il vous fait des commentaires du genre « c'est mon plat préféré ». Attendez, il vous fait des commentaires du genre « c'est mon plat préféré, j'aimais bien qu'elle me cuisine ça ». Vous voyez comment, de fil en aiguille, la frustration peut s'installer, alors que c'était parti d'une bonne intention. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il faut toujours avoir un ou deux niveaux d'avance avant de poser un acte, parce que lorsqu'il s'agit des ex... J'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire, de façon cool, diplomatique, qu'il faut couper les ponts. Il faut le strict minimum syndical. Voilà. Tout à fait. Le plus simple, c'est une situation où chacun vit sa vie. Parce que si ça devait marcher, si vous deviez être autant amis que ça, vous seriez restés ensemble. Si ça n'a pas marché. Et parfois aussi, on a des regrets de ne pas être avec son ex parce que c'est une fois qu'on est hors de la relation qu'on voit ses qualités. Et si vraiment on a été fautif lors de la relation. Voilà, mais il y a des trains qui ne passent qu'une fois, donc il faut l'accepter, être bon joueur et puis laisser l'ex vivre sa vie. Parce qu'il y a des personnes aussi qui insistent, qui ne lâchent pas, il est là, il a son... Il fait semblant d'être parti, il fait semblant d'être parti alors qu'il est... Il fait semblant d'être parti alors qu'il est en embuscade à tout moment. Il se joue les consolateurs de l'ex, il devient le consolateur. Mais votre ex ne peut pas être votre consolateur parce que ça, c'est la porte ouverte, je l'ai dit tantôt. Avec un ex, il y a toujours une sexualité latente. Donc, on console comment? On console avec des mots de compassion, avec des mots de gentillesse, avec des étreintes. Donc, tout ça, ça peut très vite réveiller des souvenirs. Et là, j'ai vu d'un magazine où il y avait une future mariée, qui a pour témoin son meilleur ami, qui est son ex-mari et qui est son témoin également.
Oui, ben, ce sont des situations qui arrivent pour des personnes très sûres d'elles-mêmes et puis qui se disent que le type de relation qu'il aurait fallu avoir avec ces personnes-là, c'est des relations amicales et que la relation amoureuse avait été une erreur. Si c'est compris par les deux ex, il n'y a pas de problème. Mais si un ex pense comme ça et que l'autre ex pense que elle me prend comme témoin parce que son mari n'est pas à la hauteur, elle regrette de ne plus m'avoir dans sa vie, là, il y a un moment où l'ex va se sentir supérieur à votre mari. Et en général, les femmes, par respect pour leur nouveau conjoint, préfèrent couper les ponts plutôt que d'avoir en rivalité quelqu'un qui se sent supérieur à notre conjoint. De votre place là, vous qui avez l'habitude de côtoyer les couples, tout ça, qui gère mieux cette situation d'ex, l'homme ou la femme? Honnêtement, dites-nous tout. Les yeux dans les yeux. Vous ne me regardez pas là. Non, je ne peux pas dire l'homme ou la femme parce que je réfléchissais aux situations. Elles sont tellement diverses et variées qu'il y a des situations où les femmes gèrent mieux la séparation que les hommes. Il y a des situations où c'est l'inverse. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des circonstances dans lesquelles on s'est séparés. Ça dépend de la famille. De l'intensité des sentiments qu'on avait. Ça dépend de tout ce qu'on a collecté comme bons souvenirs ou mauvais souvenirs. Parce que si vous sortez d'un film d'horreur, vous n'allez pas être contente de revenir avec ce qui vous rappelle toutes ces horreurs-là. Puis il y a l'environnement aussi. L'environnement aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte et c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas dire les femmes gèrent mieux les relations avec les ex que les hommes. Mais il y a des individus, hommes ou femmes, qui sont particulièrement jaloux et qui ne tolèrent pas la proximité avec un ex, qu'il y ait ou non des enfants. Et là, c'est difficile parce que les victimes sont les enfants. Donc, si ton ex passe à la télé, il va vouloir que tu éteignes la télé. Voilà. Ou que tu ne regardes pas l'émission, ou que tu ne fasses pas de commentaires. Non, je ne parle pas de moi ou d'Alix, je ne parle pas de moi. Dis donc, il serait atteint. Hein. On va couper tous les fils, il y a une thérapie qui doit tous les abonnements. Il y en a même qui vont aller jusqu'à casser la télé parce qu'ils auraient vu un sourire en coin dans vos yeux. Là, il parle de toi. Là, il parle de toi. Malheureusement. Ça, c'est de la paranoïa. Être paranoïaque. La vie continue, même après les ruptures les plus difficiles. Et la vie est belle. La vie est belle. Et comme on a tendance à dire, après l'amour, c'est pas la guerre, mais il faut garder en tout cas ses ennemis à bonne distance. À bonne distance. Merci. Parce qu'un ancien feu peut toujours se rallumer. Bonne journée. Merci.